Zone à défendre, interview, lors d'une journée de soutien aux expropriés de Notre-Dame-des-Landes en janvier 2016. Déjà, je vais te faire un truc un peu plus général sur le fait que on est nombreux à penser qu'il faut ouvrir, que c'est important qu'il y a des combats qui sont menés par des gens qui sont en avant-garde, parce qu'ils ont vu la chose arriver, parce qu'ils ont un grand courage et parce qu'ils avaient envie de faire changer les choses, donc ça les bougeait à l'intérieur. Ça c'est très important, ces avant-gardes-là, mais le problème c'est qu'à un moment, ces avant-gardes, elles peuvent se retrouver très isolées. Et donc, comment on fait pour faire que ça fasse mouvement aussi de masse? De masse, ça ne veut pas dire que tout le monde est pareil, ça veut dire qu'il y a plein de gens avec différentes sensibilités qui participent au mouvement. Tu vois? Et ça, c'est une question, moi, j'ai pas de réponse, mais c'est une question qui est super, que je trouve passionnante et il y a eu des réponses historiquement. Il y a eu des convergences intéressantes. De Larzac, par exemple, c'est un moment de convergence entre des gens qui étaient urbains, ouvriers, ou pas, salariés, là, et puis sans emploi, et puis qu'il y avait d'autres trucs que l'emploi pour les définir, et puis les agriculteurs qui étaient sur le plateau et puis qui disaient que l'extension du camp militaire c'était pas possible. Ils étaient tout seuls au départ et puis finalement le combat a été gagné notamment parce que la convergence s'est effectuée. Ça a été tout un boulot. Il y a notamment un curé qui a beaucoup travaillé sur ce truc-là pour essayer il y a aussi des gens qui d'habitude n'étaient pas sur les combats comme ça. Donc un curé, il y a aussi Lanza del Vasco, la communauté de l'Arche. Il y a tout un truc comme ça qui s'est mis en place, une constellation, une espèce de truc de mise en rapport de gens très variés et qui se sont dit il faut qu'on mette en place une stratégie ensemble, et même si on a des moyens de lutte qui sont différents, on a des habitudes qui sont différentes, on a des façons de parler qui sont différentes, il faut qu'on arrive à s'organiser. Et c'est ce qu'ils ont fait. Donc voilà, tu vois. Michalon, Rémi Fraisse, peu avant la victoire du Larzac, il y a la mort de Vital Michalon à Malville, puis Rémi Fraisse. Le changement au sein du gouvernement dans l'approche des mouvements sociaux et notamment des mouvements environnementaux, il a commencé avec le basculement, il a commencé avec le Testet. De ce gouvernement, j'entends, je ne parle pas du gouvernement socialiste là. Il a commencé à fond, le basculement, c'est le Testet, c'est le crime qui a été commis au Testet, qui est 60 grenades offensives lancées sur des gosses, alors il y en a peut-être une partie qui cherchait les noises, mais Rémi Fraisse, c'est FNE, France Nature Environnement, c'est un gosse qui est naturaliste, qui s'intéresse aux fleurs et qui se fait tuer dans le dos, comme ils ont été d'une lâcheté, je parle bien des gendarmes, ont été d'une lâcheté confondante. Moi j'aimerais pas être dans leur tête parce que franchement c'est pathétique d'en être arrivé à obéir à ce genre à des ordres aussi dégueulasses que celui de balancer des grenades sur des gosses dans la nuit et en tir tendu en plus. Grosso modo, c'est les gens de Reporters qui me racontent tout ça. Ils ont instruit ils ont un dossier complet sur la question. Heureusement, les médias ont vachement travaillé. Au départ, ils se sont fait avoir et maintenant il y a des médias qui ont bossé. Ça pour dire que l'état d'urgence il vient augmenter une stratégie de fermeté de merde. Enfin, c'est pas de la fermeté, c'est criminel. Et il vient simplement mettre un couvercle sur tout ça. Il faut en rajouter encore, ce qui fait que maintenant les juges ne sont plus associés à toute une série de procédures. Et ça c'est très très grave, c'est le recul complet de l'état de droit. C'est la fin de l'état de droit. L'état d'urgence c'est ça, c'est faire autre chose que l'état de droit. Et voilà, on est plus dans une démocratie qui s'installe dans l'état d'urgence, c'est plus une démocratie. Mais heureusement, il y a encore des gens dans les institutions qui ont, je parle notamment un gars comme Pierre Jox, qui était ministre, et qui est parti, qui est sorti de la vie politique, mais qui est toujours attaché au service de l'État, mais
mais qui se lève là en ce moment pour dire l'état d'urgence, la déchéance de nationalité et l'état d'urgence, c'est une infamie. Il faut absolument euthanasier l'état d'urgence et la déchéance de nationalité. Il a raison, ça va avec. Et nos frères des banlieues d'ailleurs, c'est une digression, mais nos frères des banlieues, l'état d'urgence, nos frères et nos sœurs, ils le vivent tous les jours depuis qu'ils sont nés en fait. Les contrôles d'identité au faciès, les tirs dans le dos, les coups de flashball, les coups de taser, tout ça c'est ce qui la discrimination à l'embauche, la discrimination au logement, tout ça, mais ça c'est tout le temps pour eux. Et ça faut être très clair. Et donc, comment dire, le racisme d'État. Le racisme d'État, ben ça c'est installé ça. Et maintenant on en est à constitutionnaliser la déchéance de nationalité dans un contexte d'état d'urgence. Oui, mais dans un contexte aussi du terrorisme, du terrorisme des plus violents. Le Bataclan, c'est pas loin, Charlie Hebdo, c'est un petit peu plus loin, mais c'était déjà symbolique. Et alors, tu crois que tu résous le problème terroriste avec l'état d'urgence? La présidente du syndicat de la magistrature s'est exprimée là-dessus et elle explique qu'il n'y a pas besoin de l'état d'urgence pour lutter contre le terrorisme. On a l'expérience du Patriot Act aux États-Unis. Le Patriot Act et ça c'est une commission parlementaire US qui l'a démontré, le Patriot Act n'a pas empêché d'attentats. Ce ne sont pas les mesures du Patriot Act, elles sont là pour mettre au pas la société civile. Pas plus, pas moins. Et la France est en train de prendre ce chemin-là. Et qu'est-ce qu'on entend quand on discute en off avec un certain nombre d'officiels? Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent « Mais vous inquiétez pas, c'est nous! Nous, les droits et les libertés fondamentales, on y croit. Donc, si jamais on a plus de pouvoir, on va pas être dans la démesure, on va pas prendre des mesures liberticides, on va pas faire des trucs liberticides. Ah bon? Et Rémi Fraisse, c'est quoi? Ah bon? Et quand ils seront plus au pouvoir, qu'est-ce qui va se passer? Quand la droite extrême va prendre et l'extrême droite vont prendre le pouvoir. Encore une fois, les banlieues, c'est maintenant. Tu vois, Rémi Fraisse, c'était hier. Bientôt, sur les ZAD, on aura d'autres trucs. Ça monte, quoi. Et il faut absolument que, face à ça, il faut absolument qu'on construise des convergences et qu'on ouvre. On ne pourra pas tenir à 200 personnes mobilisées, motivées. Il faut absolument qu'on soit beaucoup plus, 2000, 20 000, 200 000. Et ça, c'est en allant voir les autres et en leur posant la question de qu'est-ce que ça te fait à toi? C'est quoi ton problème à toi? C'est quoi ta colère à toi? Et tisser nos colères ensemble et puis faire quelque chose et puis aller sur nos cercles, les différents cercles autour de nous. On a des gens qui sont d'accord avec nous sur Notre-Dame-des-Landes. Un peu à côté, on a des gens qui sont d'accord avec nous sur le fait que l'état d'urgence c'est une infamie. Bah, il faut aller leur parler. Encore plus loin, il y a des gens qui sont d'accord avec nous sur le fait que l'agroécologie c'est la solution. Mais eux, ils ne s'intéressent pas à la question démocratique et ils ne s'intéressent pas à Notre-Dame-des-Landes. Il faut aller les voir aussi. Alors, il y a des liens, tout ça c'est lié. Il y en a d'autres qui trouvent important de lutter contre le dérèglement climatique. Mais ça c'est pareil. Notre-Dame-des-Landes c'est quoi? C'est un aéroport. Et c'est le mensonge absolu, c'est la preuve que l'État français, alors qu'il signe la main sur le cœur un accord qui est vide, en même temps, qu'est-ce qu'il fait? Il décide, sa première mesure, c'est de relancer Notre-Dame-des-Landes. Notre-Dame-des-Landes, c'est un révélateur, c'est un symbole à plein de niveaux, notamment au niveau climatique. Pourquoi? Parce que en décembre, le 12 décembre, l'État français sort dans les médias et annonce au monde entier qu'enfin on a un accord sur le climat et que cet accord sur le climat c'est un accord 1,5 degré, c'est-à-dire que les volumes, les parties à l'accord décident de ne pas émettre, d'éviter d'émettre des volumes d'émissions de gaz à effet de serre qui nous projettent, qui feront un changement climatique de plus de 1,5 degré en moyenne. Et ça, ce seuil-là, il est très très important parce qu'au-delà de ce seuil, il y a toute une série de phénomènes d'emballement qui vont se mettre en place et on ne va plus pouvoir contrôler la machine climatique et les plus pauvres vont être encore plus impactés et l'humanité tout entière va avoir ses conditions de vie très sérieusement affectées. Ça va être catastrophe sur catastrophe. Et donc,
sont tout à fait au courant de ça, ils ont toutes les données scientifiques là-dessus. Donc ils jurent la main sur le cœur qu'ils ne dépasseront pas le 1,5 degré, et en même temps, dans le même accord, ils font des contributions volontaires, ils signent chaque État des contributions volontaires qui, quand on les additionne, parce qu'on n'est pas con, on sait faire des additions, quand on additionne le volume, les volumes de gaz à effet de serre qui limitent avec leurs contributions volontaires, on atteint 3 degrés. Donc ce qu'ils annoncent d'un côté devant les caméras, de l'autre, dans le même accord, ils font l'inverse. Ils passent à 3 degrés. 3 degrés, c'est un crime climatique, c'est un crime contre l'humanité. Et là, ça c'est simplement l'accord COP21. Et après la COP21, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce que fait la France, qui est l'État leader, qui est devenu l'État leader sur la question, puisque l'État qui accueillait la COP et qui a énormément bougé qui disait qu'elle bougeait énormément sur la question climatique. Qu'est-ce que fait la France? Elle décide de relancer Notre-Dame-des-Landes. Notre-Dame-des-Landes, c'est quoi? C'est un aéroport. Un aéroport inutile et imposé. Et donc, la première décision, c'est de faire un projet climaticide inutile et imposé. Pourquoi? Parce que ça plaît aux élus locaux, parce que ça plaît aussi à Vinci AGO, parce que ça occasionne énormément de corruption, d'argent dans les caisses des principaux intéressés. Et fondamentalement, le système ne change pas. On l'avait absolument demandé que le système, nous, les mouvements sociaux avaient exigé d'un changement systémique profond pour pouvoir combattre le changement climatique. Et ben, en disant que si jamais on ne le faisait pas, de toute façon le changement climatique continuerait. Et ben, c'est la preuve. La première politique après COP, c'est Notre-Dame-des-Landes. C'est la preuve que les mouvements citoyens sont plus que jamais nécessaires. Qu'il faut absolument que tous on se lève tous ensemble, qu'on s'organise tous ensemble et qu'on soit le plus varié et le plus déterminé possible. Il faut absolument qu'on ne lâche rien. Et c'est ça le projet, on va rien lâcher.